Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette rétrospective de la semaine. Nous allons revenir sur les points qui ont marqué cette semaine, également faire des analyses avec le journaliste de Kivu Morning Post en direct de ces plateaux. Ronelli, bonjour et surtout bienvenue. Bonjour Blaise, bonjour à tous les téléspectateurs de Kivu Morning Post. Parlons de cette question comme à la une de la grande actualité au courant de cette semaine. La rencontre entre le journaliste de Kivu Morning Post et une population assez résiliente du territoire de Masisi à Sake, la cité qu'on a trouvée, une cité fantôme. Hier, c'était quand même une autre réalité qu'on a rencontrée. Alors, il faut d'abord circonscrire, peut-être commencer par l'analyse du contexte pour permettre à tous ceux-là qui ne nous ont pas suivis de se rendre compte du pourquoi de cette mission que nous avons réalisée à Sake. Ce qui est vrai, au mois de février, il y a eu le rebelle du M23 qui voulait prendre le contrôle de la cité de Sake. Et dans leur tentative, ils ont fait face à une très grande résistance de la part de Wazalendo, appuyé par les forces armées de la République démocratique du Congo. Alors, face à cet échec qui se présentait comme étant cuisant, ils ont décidé de commencer à lancer de bombes sur la cité de Sake. Alors, le fait pour la population de se retrouver coincée entre le bombe du M23, mais également les hostilités entre le belligérant, ces derniers ont décidé de quitter Sake et pour venir à Goma, bien sûr dans la partie occidentale, donc dans les environs de Goma. Alors en allant à Sake, c'était une opportunité pour Kivu Morning Post non seulement de vous faire revivre en direct ce qu'est devenu la vie à Sake 6 mois après, mais également c'était une opportunité de nous rendre compte du travail qui est réalisé par le Wazalendo sur terrain, parce que 6 mois après, il y a des villages quand même dans d'autres entités. Si je parle par exemple du cas des Rutshuru, il y a plusieurs villages qui sont tombés entre le main rebelle. Là, je parle de Kiseguro, je parle de Kinyandoni, qui étaient des entités tenues par le Wazalendo, mais qui sont passées sous contrôle des rebelles. Alors, en arrivant à Sake, c'était de voir, est-ce que ces Wazalendo sont toujours sérieux? Est-ce que ces Wazalendo sont toujours déterminés à défendre la cité de Sake? Et je rappelle que Sake reste les derniers verrous pour les terroristes avant d'atteindre la ville de Goma. Donc c'est dans cet ensemble-là. Alors, si vous revenir à la question principale. Parlons d'abord de Goma comme les derniers verrous pour, plutôt ça qui est comme les derniers verrous pour atteindre la ville. Hier, on a senti quand même, quand on parlait avec les jeunes résistants, qu'il sera difficile et même impossible, c'est presque un rêve pour les rebelles d'atteindre Goma, parce que les jeunes sont déterminés à en découdre avec l'armée rwandaise. 6 mois après, je dois quand même, il faut quand même les reconnaître. On sait la stratégie de l'ennemi, donc on sait comment les forces armées rwandaises travaillent, et on sait comment également les M23, parce qu'aujourd'hui on a les M23 et on a les RDF, mais ce qui est vrai, cette guerre, c'est une guerre où nous avons la présence des RDF, parce que ce sont elles qui, où ce sont elles, parce que ce sont les RDF, les Rwanda Defense Forces, ou les forces de défense rwandaises. Alors, ce sont elles qui jouent aujourd'hui un grand rôle dans tout ce qu'il y a comme crise, parce que lorsqu'on voit, par exemple, en termes de la logistique, on voit en termes de munitions, on voit en termes du personnel, ce sont les RDF qui jouent un grand rôle. C'est certes qu'il y a des recrutements au niveau de la base, mais pas vraiment de véritables militaires. Les vrais militaires qui sont sur les lignes de front, et c'est là qui inflige en tout cas de lourds tributs aux combattants Wazalendo, aux forces armées de la RDC, ce sont les forces armées rwandaises. Alors donc s'il faut y revenir pour se dire sur terrain, les Wazalendo en tout cas sont là, déterminés, tous les moyens possibles, parce qu'en étant même sur terrain, on l'a vu hier, il y avait ce qu'on appelle les tirs de sommation des deux côtés, le RDF, qu'on appelle couramment dans la région le M23, essaie de faire peur à l'ennemi, l'ennemi qui est le Wazalendo, et le Wazalendo également qui réplique à l'ennemi qui est le RDF, sous le sobriquet du M23. Et vous comprenez qu'il y a cette détermination. On a vu des hommes on a vu des jeunes qui restent là pour défendre la République démocratique du Congo. Et par rapport à ce qu'on a vécu il y a 6 mois, parce qu'on était là au mois de février, on a noté quand même qu'il y a une petite avancée. Je ne vais pas parler vraiment d'une grande avancée, mais il y a une petite avancée, parce qu'il y a des endroits où on ne pouvait même pas arriver à Sake. Je parle par exemple du marché, on ne pouvait pas arriver au marché. Je parle du poste des péages où il y a une petite rivière, on ne pouvait pas arriver là-bas. Je parle du pont. Le pont Kira.
les ponts Kira, on ne pouvait pas arriver là-bas, mais on est arrivé au pont Kira et on a même mis le temps d'aller vers des positions avancées de combattre Wazalendo. Donc sur terrain, il y a quand même des efforts qui sont fournis à Saké et également ce retour de la population, pas l'entièreté de la population, c'est faut le noter parce qu'il y a quand même c'est là qui ne peuvent pas rentrer parce que ça crépite. Il faut le dire, ça crépite, surtout aux heures vespérales ou la matinée. Mais ça entre dans la stratégie militaire de deux côtés pour faire comprendre à l'ennemi, ben écoutez, les Wazalendo sont là et le travail est là. Donc pour moi, je pense que globalement, s'il faut résumer la situation à Saké, les gens rentrent. La volonté d'entreprendre est là, les activités ont repris parce que avant, on ne pouvait pas rencontrer 10 ou 15 personnes en train de créer un petit marché où les gens viennent s'approvisionner ou trouver des gens qui descendent de collines pour amener leurs produits à Saké, mais Lyon, cette évolution de la cité avec une population assez résiliente, ça il faut noter, avec les échanges, les dialogues, les discussions qui ont commencé directement avec le Rwanda pour trouver un accord de paix. Malheureusement, jusque-là, aucune fumée blanche. Pas de fumée blanche, ce qui est vrai, et les gens... On va continuer toujours à... Oui, les gens se posent des questions parce que il y a eu le pourparler, il y a des négociations qui ont été annoncées mercredi par le ministère des Affaires étrangères de l'Angola. Et on s'attendait à ce que cette rencontre soit décisive et que à la sortie, déjà jeudi qui est passé, qu'on ait les conclusions pour se dire, bon, écoutez, le Rwanda et la RDC sont mis ensemble et ils ont décidé de paraffer ou de signer un accord. Mais ce qui est surprenant, il n'y a pas eu de conclusions promettantes et la réunion a été renvoyée pour le mois de septembre. Avant la réunion de septembre, je pense d'ici entre le 30 ou entre le 28 ou le 30, il y aura d'abord la première rencontre des experts pour travailler sur les textes parce que la proposition de l'accord vient du président angolais Joao Lourenço qui est impliqué dans cette crise. Il voudrait vraiment à ce que entre la RDC et le Rwanda qui est cette paix durable qu'on doit noter. On ne sait pas jusqu'à là les contenus de ces drafts, c'est parce que c'est les drafts qui est en élaboration, qui est en étude. Les experts déjà du côté de renseignement, du côté militaire vont se réunir et après ça sera encore l'occasion pour le ministère des Affaires étrangères, que ce soit des deux côtés, de se rencontrer pour se dire est-ce que enfin après le travail des experts, je pense que ça doit être entre le 8 ou le 9 septembre qui vont se rencontrer pour évaluer cette question. Mais ce qui est surprenant dans tout ça, est-ce que le Congo dialogue avec le Rwanda, entre-temps c'est la rébellion du M23 qui rassure ou qui sort de son silence en disant que bon, ces accords ne les concernent pas. Mais on sait que c'est un jeu politique. Hein. On ne peut pas se dire aujourd'hui que... Est-ce que Kagame peut juste appeler sur son téléphone et le 23 se retire? Est-ce qu'au regard de l'enchaînement des événements, est-ce qu'on peut se permettre d'aboutir à cette conclusion? Alors tout ça, ça se jouera. On risque même d'assister à cette scène qu'on a vécue en 2013 où on a dit, bon écoutez, le FARDC ont battu à plat de couture la rébellion du M23. Et donc la meilleure façon de mener une guerre, la meilleure façon de terminer une guerre, c'est beaucoup plus par les négociations. Parce qu'on voit toutes les guerres, il y a eu la guerre de 100 ans, il y a eu la première, la seconde guerre mondiale, il y a eu la guerre par exemple de l'Irak, il y a eu l'invasion américaine au niveau de l'Afghanistan et tout ça. Donc vous comprenez que trop souvent, avec les armes, on a aujourd'hui la crise en Ukraine, par exemple. La crise en Ukraine, ça fait, avec tous les moyens dont dispose la Russie aujourd'hui a du mal à terminer la guerre face à l'Ukraine. D'ailleurs, l'Ukraine a changé de stratégie pour attaquer maintenant la Russie. Donc, pour le compte, parce que les Congolais également ont proposé ça, mais comme le Rwanda nous attaque, pourquoi les FARDC ne peuvent pas également entrer au Rwanda pour ouvrir cet affront? Donc ça dépend de chaque stratégie, mais malgré toutes ces stratégies, parce que chaque pays maintenant voudra montrer, bon, nous on est fort. Et donc je crois que l'option du dialogue telle qu'est déjà amorcée, même si la présidence de la République démocratique du Congo ne veut pas le dire ouvertement, mais c'est déjà parce que quand vous envoyez votre ministre des Affaires étrangères pour aller dialoguer, ça veut dire que quelque part, vous comprenez que la chose est compliquée. Pour me résumer, c'est-à-dire Paul Kagame a le mot à dire, mais s'il faut parler de ce qui a comme retombé, il faudrait d'abord qu'il trouve ses intérêts. Et quand on parle des intérêts,
On parle aujourd'hui de la question de FDLR, mais ce qui semble un vieux dossier. Mais la grande question, comme tout le monde l'a dit, comme l'ensemble de la communauté internationale, mais la communauté régionale laissée, il y a des questions tribales, des questions économiques. Et donc, je pense que la donne aujourd'hui au niveau de l'Angola, au niveau de Luanda, se joue principalement sur des questions économiques, mais également des questions des terres. Et donc, on brandit qu'il y a une population qui a fui. Cette population a fui. Il faudrait qu'elle récupère ses terres. Et dans la dynamique régionale, on risque de nous retrouver dans une situation où tout le Rwanda risquerait de se déverser dans plusieurs territoires, tels que Rutshuru, Masisi. Vous avez vu, on a même parlé dans le précédente production de l'arrivée des citoyens. On sait pas qui viennent d'où, mais qui sont congolais. Et comment vous gérez ça? Parce qu'il faut ouvrir quand même cette boîte. Mais question de la nationalité congolaise ou pas, il y a en fait des institutions, il y a des instances qui sont capables de le faire. Mais quand même, la société civile a annoncé qu'il y a quand même des habitants qui arrivent dans des zones. Ils sont nouveaux, mais ils arrivent quand même. Donc, c'est dans le cadre des accords. Restons dans ces accords, je vais pas les juger parce que jusque-là, on n'a pas les drafts et tout ce qui arrivera. Mais en essayant de décrypter la dynamique régionale, il y a lieu de croire que nous n'allons pas trop loin de ça. Les gens vont arriver. Les RDF vont rester jusqu'à ce que la soi-disant neutralisation des FDLR soit effective. Et après, la neutralisation des FDLR, ça prendra combien de temps? On aura peut-être au courant de la semaine à faire une émission assez spéciale par rapport à ces accords qui devra être donc signé entre la République démocratique du Congo et les Rwanda. Merci René Ntibonner. Merci beaucoup Blaise, merci à tous les internautes. Espérons que vous avez passé un excellent week-end et une semaine va devoir donc commencer dans cette rétrospective. Nous allons prendre un autre journaliste. Il est spécialiste des questions de sport, Georges Benmuma. Georges, bonjour et bienvenue. Bonjour Blaise et surtout bonjour à tous les amoureux de la sélection nationale de la RDC. Dans cette rétrospective avec vous, nous revenons quand même par rapport à la sélection de Léopard. La liste est déjà connue de tout ça. En tout cas, c'était très attendu la publication de la liste de Sébastien Desabre en prévision de la première et la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Et puis Sébastien Desabre qui a fait la une de l'actualité avec ses arriérés, mais il va garder son silence, mais il va revenir. La liste, Ben, vous parlez d'une question assez importante. On a eu le temps d'en parler au courant de la semaine de l'actualité. Desabre qui était déjà une question où on pensait que ça serait difficile à décanter. Est-ce que ce qui tourne autour du paiement ou de l'harmonisation de cette question s'avère vrai aujourd'hui? Moi, je pense qu'il y a un imbroglio dans cette question de Sébastien Desabre parce qu'au départ, on annonçait les 6 mois des arriérés de ces sélectionnaires. Après, il y a eu un tête-à-tête entre ces derniers et le nouveau ministre des Sports Didier Boudimbu à Paris. Et puis, on se disait qu'après déjà ce tête-à-tête, donc il y a eu une solution entre le gouvernement congolais et Sébastien Desabre. Et puis, le dossier a refait surface où on parlait que la situation n'était pas encore décantée. Après, c'est une source proche du ministère des Sports qui va dire à certains journalistes que la situation était déjà décantée, mais on attendait l'officialisation. Donc, dans cette situation, on se dit que on ne sait pas si Sébastien Desabre a été remis dans ses droits, mais ce qui soulage certains amoureux de la sélection nationale, c'est le silence de l'intéressé. Parce que depuis le début de cette histoire, on n'a pas vu Sébastien Desabre réagir que, écoutez, moi je ne suis pas dans de bonnes conditions, j'ai 6 mois des arriérés. Il garde toujours son silence, il travaille. On se dit que peut-être il est dans de bonnes conditions pour faire les boulots. Mais en tout cas, c'est une situation qui fait réfléchir tous les amoureux du sport. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de cette liste? Est-ce que la liste des joueurs déjà retenue va nous permettre d'aller en victoire? C'est déjà une très bonne sélection de Sébastien Desabre parce que dans la liste, il y a quand même des nouveaux venus. Il y a Ngalael Mukaou, ce joueur qui joue avec la formation, je crois, il joue en France avec l'équipe de Lille. Donc, il arrive pour la première sélection. Il y a également un autre, c'est Nathan Mbouka qui joue avec la formation de Augsbourg. Il a été rejoint récemment par Emmanuel Essende. Donc, c'est un garçon qui a beaucoup joué avec les différentes sélections d'âge de la France.
expérience. Il est passé par les moins de 17 ans, moins de 20 ans, moins de 23 ans. C'est déjà là la sélection espoir. Donc, c'est quand même, ce sont des renforts de taille qui pourront permettre à Sébastien Desabre de renforcer les milieux de terrain. Parce qu'au milieu de terrain, il y a un problème actuellement, puisque avec Gaël Kakuta, qui a décidé d'aller jouer du côté de l'État, c'est vrai, il est sur la liste, mais on sent qu'il est vers la retraite. Et ils font du sang nouveau dans cette sélection de la RDC. Sébastien Desabre a compris qu'il fallait apporter du tonus dans cette sélection. Mais il y a des habitués. Les habitués sont là, comme Chancel Mbemba, Meshak Elia, Emmanuel Essende, Samuel Mutusami. En tout cas, j'aurai le temps de revenir sur la liste de ces 25 joueurs retenus. Mais il y a en tout cas les cadres. Mais parmi les cadres, il y a un grand absent. C'est Silas Kantompa. Kantompa, on ne sait pas pourquoi il n'a pas été convoqué par Sébastien Desabre. Parce que lui d'abord avait tourné les dos à la sélection nationale lors des derniers matchs contre le Sénégal et le Togo, cadré avec les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. On ne sait pas si le sélectionneur s'est fâché avec la décision de Silas Kantompa de tourner les dos à la sélection et de se concentrer au club. On pensait comme il a réalisé une fin de saison extraordinaire avec son équipe de Stuttgart, et puis il a fait aussi une pré-saison exceptionnelle. Donc il était parmi les joueurs qui étaient très attendus, mais à la grande surprise, Silas Kantompa ne fait pas partie de ces 25 joueurs qui ont été retenus par Sébastien Desabre. Et donc déjà on se rapproche déjà du rassemblement, parce que les premiers matchs c'est déjà le 6 septembre au stade des Martyrs contre la Guinée, et puis le 9 septembre ça sera en Tanzanie contre l'Éthiopie. Vous allez peut-être me poser la question pourquoi la RDC va jouer contre l'Éthiopie en Tanzanie. Tout simplement parce que en Éthiopie il n'y a pas un stade homologué. Il n'y a pas un stade homologué par ni la Confédération africaine de football ni la Fédération internationale de football association. Voilà, ça pourra permettre. Choisi la Tanzanie comme pays qui va accueillir ce match. Alors c'est déjà proche de l'Éthiopie. Donc c'est la Confédération qui a tranché. Comme la Tanzanie est proche de l'Éthiopie, elle a jugé bon de demander à l'Éthiopie de jouer proche de son pays, et c'est déjà les stades de la Tanzanie qui va recevoir ces matchs. Donc ça va permettre aux Congolais de s'imposer. Mais attention, quand on joue avec des équipes moins connues sur les continents, des équipes qui n'ont pas des joueurs qui sont aussi célèbres sur les continents, on a du mal à titiller une telle formation. Donc c'est aux Congolais de préparer cette rencontre. Je ne sais pas, Blaise, si je peux déjà partir avec la liste de tous les joueurs convoqués. Donc les sélectionneurs n'a pas modifié sur voilà, 3 gardiens sont sur la liste. Il y a Lionel Mpassi qui peut signer son comeback dans l'équipe nationale. Il y a Dimitri Berthold, et puis Timothy Fayulu qui devient de plus en plus intéressant dans cette sélection, puisqu'il est titulaire indiscutable avec son équipe. Comme défenseur, Sébastien Desabre en tout cas a retenu ces mêmes joueurs, parce que comme latéral droit, il a gardé Gédéon Kaloulou, il y a Joris Kayembe, il y a Arthur Maswaku, il y a Chancel Mbemba, Enoch Inongabaka qui joue actuellement au Maroc, il y a Dylan Bantubisika, Axel Twanzebe qui joue la première division du championnat anglais, et puis Rocky Bouchiri. Comme milieu, il y a Ngalael Mukaou qui vient pour la première fois, il y a Charles Piquel, et un joueur qui s'est déjà imposé dans la tanière des Léopards, il y a Edo Kayembe, il y a Samuel Mutusami, il y a Noah Sadik, ce garçon qui a tourné les dos à la sélection nationale de la Belgique pour venir ne serait-ce que porter les mots de la RDC, et il n'a que 19 ans. Il y a Gaël Kakuta, il y a Nathan Mbouka qui vient pour la première fois, Théo Bongonda, Meshak Elia, et en fait Shadrach Akolo qui a fini meilleur buteur du championnat suisse la saison finissante comme attaquant. Il y a Johan Wissa de Brentford, il y a Fisto Mayele, Simon Banza, Emmanuel Essende. Donc il y a des absents, et puis Cédric Bakambu fait partie des grands absents parce que tout simplement il est à l'infirmerie. Espérons qu'il va revenir très prochainement, mais ces derniers temps il y a une forte concurrence dans l'équipe nationale de la RDC, donc vous rêvez, vous êtes d'office écarté de la liste. Ben Mema vous donne rendez-vous pour suivre les grandes actualités en sport sur Kivu Morning Post. Georges, merci d'avoir été là.
Merci beaucoup Blaise. Je pense que les lundis, on va revenir avec les analyses de certains journalistes sur les grands absents de cette sélection de Sébastien Desabre. Ne ratez pas ces numéros, mesdames, messieurs. Ça sera tout pour cette rétrospective de la semaine. Merci à vous de l'avoir suivi. Information pour éclairer, échanger les